C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 108 du 17 mars 2025. Au sommaire aujourd'hui, la santé mentale des personnes de la diversité sexuelle et de genre est en crise, un appel à l'action de la part de l'organisme Interligne. Faire des villes des milieux plus inclusifs, Genève prend les devants, un exemple à suivre, notamment pour Montréal, sa partenaire sur les questions de LGBTQIA+. Instrumentalisation des luttes LGBTQIA+, pour en faire une arme électorale à la chronique en toute fluidité avec Marie-Claude Joannis. On consulte nos correspondants et correspondantes du Canada sur les grands changements politiques qui nous secouent et le boycott des destinations des États-Unis à la chronique à voile et à vapeur. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Un constat navrant, la santé mentale des personnes de LGBTQIA+, est en crise et il est temps d'agir. C'est le message d'Interligne qui a rendu public le mois dernier des données inquiétantes sur la santé mentale des personnes de la communauté, des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Interligne, je le rappelle, c'est une ligne d'écoute téléphonique et de soutien pour les personnes de ces communautés. D'abord, il s'agit donc d'un sondage effectué par la firme Léger grâce au soutien de Femmes et Égalité des genres. Et pour en parler, on reçoit le directeur général, Pascal Vaillancourt. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, c'est quand même assez navrant ce qu'on trouve là. Oui, en fait, c'est assez navrant, puis ça s'est exacerbé au cours des 2 dernières années, je dirais. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui nous a amené à vouloir faire cette étude-là, parce qu'à la ligne d'écoute d'Interligne, on sentait qu'il y avait une souffrance qui était de plus en plus grande. Et c'est probablement lié à différents facteurs dans notre écosystème. Oui, on va y revenir, mais allons-y avec les résultats. Les résultats, en fait, on en a quelques-uns que je peux vous partager aujourd'hui. Entre autres, un qui dit que 86 % des personnes LGBTQ+, contre 64 % de personnes non LGBTQ+, qui ont déclaré avoir au moins un défi en lien avec la santé mentale au cours des 12 derniers mois. Donc, c'est près de 20 % de plus dans les communautés LGBTQ+. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans le sondage, c'est qu'on a fait la comparaison avec 2 échantillons, un échantillon de personnes de nos communautés et un échantillon de personnes hétérosexuelles et cisgenres. 89 %, c'est pratiquement 9 personnes sur 10. Oui, exactement. En fait, c'est 86 %, mais oui, c'est ça. C'est presque 9 personnes sur 10. 86, excuse-moi, j'avais mal lu. Oui. Alors, il y a aussi d'autres choses qu'on apprend sur comment les gens se sentent s'ils sont en bonne ou mauvaise santé. Oui, en fait, on a entre autres aussi 63 % des personnes LGBTQ+, qui ont vécu au moins une situation de discrimination ou d'insécurité au cours des 12 derniers mois. Quand même. Pourquoi on s'est intéressé aussi à la discrimination? C'est qu'on voit un lien très fort entre les enjeux de santé mentale et les conditions d'acceptation de nos communautés dans la société. Également, une autre statistique intéressante, c'est 70 % des personnes LGBTQ+, contre 25 % des personnes non LGBTQ+, qui ont mentionné avoir peur de voir leurs droits reculer au cours des prochaines années. Ça, c'est quand même très, très, très inquiétant. Avec ce qui se passe présentement, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur comment ces personnes-là voient leur santé mentale? Comment est-ce qu'ils la jugent? Généralement, ces personnes-là ont bien répondu au sondage. Je pense qu'ils sont conscients des détresses qui les habitent. Puis ça prend toutes sortes de... Quand on parle de santé mentale, parfois, c'est un petit peu flou dans la tête des gens. On parle de quoi? Mais les gens, ils parlent d'anxiété, ils parlent de dépression, ils parlent de burn-out, ils parlent de pensées suicidaires, de troubles de choc post-traumatique. Donc, les gens sont quand même capables de mettre des mots sur la détresse qu'ils vivent. Puis malheureusement, un des constats qu'on voit aussi, c'est que à cause des conditions dans lesquelles vivent nos communautés, entre autres l'insécurité financière, parce qu'on sait que les communautés LGBTQ+ sont plus pauvres, malheureusement. Oui, le fameux mythe de l'argent rose, il faut oublier ça. Là. C'est exactement, puis quand on le voit dans toute son intersectionnalité, on peut voir que chez les personnes trans, c'est encore pire. La pauvreté est beaucoup plus grande dans ces communautés-là. Aussi, les relations familiales, amicales, c'est encore difficile dans nos communautés. Ça reste quand même le créneau le plus favorable où les gens vont chercher de l'aide. On se rend compte que les personnes vont souvent aller... 43 % des personnes LGBTQ+, vont aller vers un proche en premier avant d'aller vers un service public. Ouais. Donc, du pourquoi l'importance d'avoir des filets de sécurité dans nos familles ou avec nos amis autour de nous.
Et malheureusement, comme je le disais, le climat social qui a de grands impacts également sur cette santé mentale-là. Qu'est-ce qu'on apprend sur le soutien pour ces personnes? Le soutien, en fait, à cause du climat social, il doit prendre beaucoup de formes. En fait, on se rend compte, entre autres, qu'il y a un enjeu par rapport à l'accessibilité de certains services. C'est un gros enjeu en ce moment parce que les personnes qui sont allées chercher de l'aide le disent. Il y a plusieurs personnes qui sont quand même allées chercher de l'aide, mais disent que les services étaient peu adaptés à leurs besoins ou à leurs conditions, ou les connaissances des communautés n'étaient pas là quand ils sont allés. Donc, on peut être vécu des micro-agressions en allant chercher du service. Ce qui est malheureux parce que tu es déjà en détresse, parce que souvent, la détresse est liée à ta non-acceptation dans la société. Et là, tu vas chercher du soutien, puis en plus, on va mal s'adresser à toi parce qu'on n'a pas les connaissances. Donc, on contribue malheureusement à exacerber cette détresse-là dans ces circonstances-là. Je l'ai rappelé quand même avant qu'on aille plus loin que c'est un sondage qui a été fait par la firme Léger, c'est quand même pas n'importe quoi, qui a été fait aussi auprès de 2007 répondants, tant de communautés et pas des communautés. Puis je pense que c'était partout au Canada, si j'ai bien compris. Exactement. C'était ça, en fait, l'enjeu. C'est qu'à la ligne d'écoute, on sentait la détresse et on s'est dit, est-ce que c'est transversal à travers toutes les provinces? C'est-tu juste chez nous au Québec? Donc, on a eu le goût d'aller voir un peu avec Léger. On a des appels de partout au Canada chez Interligne, mais notre grande majorité d'appels vient du Québec. Donc, ça nous a permis d'aller voir c'est quoi la condition. Puis en plus, Interligne, on fait des voyages cette année. Oui. On va à la rencontre de différents partenaires. Les échos qu'on entend, c'est la même chose. À travers le pays au complet, on sent la détresse s'exacerber chez les communautés LGBT. Tout ça, c'est inquiétant, Pascal. À quoi on peut attribuer, on a quand même glissé un petit mot tout à l'heure, mais à quoi on peut attribuer cette situation-là? C'est beaucoup attribuable, encore une fois, au contexte social là, qui est de plus en plus difficile. Depuis 2 ans, on sentait déjà, depuis quelques années, les courants de droite s'installer au Québec. Depuis l'élection de Donald Trump, c'est vraiment, je dirais, exponentiel. On entend le mot Trump revient souvent même à notre ligne d'écoute. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas minimiser. Le climat social a de réels impacts dans la vie de ces personnes-là. Et on a évidemment envisagé quelques solutions. On envisage des solutions, on en a qui nous viennent en tête, mais on a une conviction que le leadership politique doit s'affirmer à l'heure actuelle dans cette situation-là. On n'entend pas beaucoup les politiciens par rapport à l'exclusion des personnes LGBTQ+, mais on est convaincu qu'il faudrait les entendre davantage et que ça pourrait faire une différence sur le climat social. Pour gérer cette situation-là, oui, on parle de l'implication politique, mais ça prendrait des services. Et ça, c'est un gros problème en santé mentale, partout au pays, mais particulièrement au Québec. Oui, bien ça, c'est une autre solution. En fait, on pense que les gens doivent être formés à la racine quand ils commencent à étudier pour aller devenir infirmière, pour aller devenir médecin. Dans ces formations-là, dans ces cursus scolaires-là, à l'université, ils devraient avoir une mise en contact avec les personnes de nos communautés, puis de la formation, de la sensibilisation qui est continue, parce qu'évidemment, tous ces enjeux-là évoluent au fil de la société, au fil des années. Donc, on pense certainement qu'il y a une meilleure formation de tous les services je disais médecins, infirmières, mais tous les services publics, tous les services de première ligne devraient recevoir de la formation. Là, Pascal, c'était pas prévu, mais j'aimerais ça aussi parler d'Interligne, de sa santé financière, parce qu'on se rappelle, il y a 2 ans, c'était le cri du cœur. Est-ce que ça s'est réglé, ça? En fait, il y a 2 ans, on a pu bénéficier d'un financement de la part du gouvernement du Canada qui a transigé à travers le secrétariat à la condition féminine, à travers le ministère de Mme Biron. Donc oui, la situation va mieux à l'heure actuelle. Toutefois, comme tous les OBNL ou presque, c'est du financement à projet et ce financement-là arrive à terme en 2026. Donc, si un financement n'arrive pas, nous allons probablement retourner en campagne éventuellement pour mettre de la pression un petit peu. Pascal Vaillancourt, c'est un plaisir de te recevoir, directeur général d'Interligne. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Dans le contexte socio-politique actuel, pas facile de parler d'inclusion. Or, des villes dans le monde entier, elles, gardent le cap. C'est le cas de Genève en Suisse. La municipalité a un chargé de projet sur les questions LGBTIQ+. Alors, comme on le décrit là-bas, nous, on va dire plus LGBTQIA+, mais ça veut dire à peu près la même chose. Guillaume Mandicourt, donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour, Denis Martin-Chabot. On va rejoindre à Genève. Nous, on a la tradition de demander aux invités, lors de leur première intervention, quel pronom et quel accord utilises-tu, Guillaume? C'est une très bonne habitude. C'est il, lui, pronom, accord au masculin pour moi. D'accord. Dans la perspective d'une société inclusive donc et durable, la Ville de Genève s'engage depuis de nombreuses années contre la violence, les discriminations basées sur l'orientation sexuelle et affective, l'identité et l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles.
Quelle est la situation et les défis là, que des personnes LGBTIQ+, de la ville de Genève? Oh, ça, c'est un vaste sujet. Je dirais que les enjeux sont les mêmes que partout, comme dans toutes les grandes villes. On a des enjeux d'inclusion. Disons que pour nous, la priorité, et c'est la raison d'être du poste que j'occupe, qui a été créé il y a déjà une douzaine d'années, c'était une première en Suisse, c'était à la fois de servir de point de contact pour les associations qui sont très nombreuses à Genève. On a cette grande chance d'avoir un tissu associatif extrêmement mobilisé et très vaste depuis des dizaines d'années, depuis, je dirais, les années 60-70. Donc, de servir de point de contact pour les associations, les accompagner, les soutenir du mieux possible, et puis aussi euh, d'avoir une mobilisation institutionnelle, de faire de la sensibilisation du grand public, mais aussi d'avoir comme point d'ancrage à l'interne de l'institution, servir de point de référence pour les différents services et mettre en œuvre des politiques publiques un peu plus inclusives. Donc, je dirais, c'est ça les enjeux, en fait, c'est de s'assurer que nos prestations publiques soient pleinement inclusive de la population en général et des personnes LGBTIQ+, en particulier. Au niveau de la coopération internationale, parce qu'il faut le dire, Genève est quand même une ville où il y a beaucoup d'organismes internationaux. Quel est donc le rôle de Genève au sein de ce réseau qu'on appelle Rainbow Cities? Alors, on a eu cette chance de participer à la création du réseau en 2013. C'était d'abord un réseau informel qui s'est formalisé petit à petit, je dirais, et qui maintenant a la chance de pouvoir réunir, on est près d'une soixantaine de villes mobilisées au sein de ce réseau. Donc Genève a participé à cette dynamique à côté d'autres grandes villes comme Berlin ou Amsterdam. Euh, et puis on a eu cette chance de participer aussi au comité directeur pendant 4 années. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante que de participer à cette dynamique d'échange de bonnes pratiques au niveau européen et international. Donnez-moi quelques exemples, parce que Genève fait quand même figure de proue là-dedans. Euh, Quelques exemples de ces initiatives qui sont prises là, pour justement assurer là, l'inclusion des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Alors, on est mobilisé sur différents aspects. On travaille avec différents services. On a travaillé notamment avec les services de l'état civil pour s'assurer qu'on avait un bon accueil des personnes LGBTQ+, dans le cadre du changement de sexe facilité à l'état civil ou de mariage pour tous et toutes. La Suisse n'est pas extrêmement pionnière en la matière, mais voilà, on essaye, nous, au niveau de Genève, d'accompagner au mieux ces dynamiques. On travaille évidemment avec les services de police et tous les services impliqués dans les questions de sécurité, avec une application maintenant de signalement des violences dans l'espace public à destination des femmes et des personnes LGBTIQ+. On a différentes initiatives comme ça. Je dirais que les initiatives les plus phares, c'est nos campagnes de sensibilisation. On a deux moments importants dans l'année, c'est les campagnes du mois de mai contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie, chaque année sur une thématique différente. Cette année, on va s'intéresser aux questions du numérique. Et puis au mois d'octobre, qui est pour nous le mois de l'histoire LGBTIQ+, on essaie de mobiliser autour de cette riche histoire LGBTIQ+, à Genève avec différents partenaires institutionnels et associatifs. Donc, il y a un partenariat qui s'est formé entre Genève et Montréal, où je me trouve, en matière d'inclusion des personnes LGBTQI+, ou IQ+, comme vous dites. Comment ça s'est fait? C'est quoi l'objectif de ce partenariat? Comment ça se traduit? Alors, c'est un partenariat qui remonte à loin. On a eu la chance d'accueillir la première conférence internationale et première assemblée générale du réseau Égide, que vous connaissez bien, je crois, au Québec et au Canada. C'est une dynamique à laquelle la ville de Genève a participé très tôt, mais dans les premières réflexions autour de la constitution de ce réseau francophone. Et en 2021, donc, on a eu cette chance d'accueillir cette conférence internationale, malheureusement en format virtuel pour les raisons qu'on sait. Euh, mais on avait pensé en fait à mobiliser les villes autour de cette dynamique égide. La ville de Genève a été la première à rejoindre le réseau égide comme membre associé. Pour nous, c'était important de voir comment on pouvait accompagner ce réseau, à la fois d'un point de vue international, mais aussi mobiliser d'autres villes à soutenir leur tissu associatif local, comme le fait Égide au niveau international.
Donc en 2021, on a fait cette pré-conférence des villes inclusives qui explorait les rôles et responsabilités des villes sur les questions LGBTQ+, donc en amont de la conférence Égide de 2021. Et puis, on avait fait différents panels et notamment, on avait invité la ville de Montréal à venir échanger sur ses bonnes pratiques en la matière. Et quand s'est dessiné les perspectives de la nouvelle conférence Égide à Montréal cette année, en 2025, en fin juillet, début août, on s'est dit que ça serait intéressant de reprendre cette dynamique, de faire à nouveau une pré-conférence pour capitaliser finalement sur ce qui avait été dit en 2021 à Genève et continuer cette dynamique de mobilisation des villes autour de ces enjeux. On a approché à travers Égide à nouveau Montréal. Aussi, Montréal est membre du réseau des Rainbow Cities. Donc voilà, on a différentes connexions. Et l'idée a fait son chemin de participer à la création à nouveau d'une pré-conférence des villes à Montréal cet été. Et est-ce qu'il y a des exemples de politiques ou d'initiatives, on va dire montréalaises pour le départ, qui ont inspiré Genève? Alors, je dirais que on est très très curieuse de ce qui se passe à Montréal, au Québec et au Canada en général. C'est vraiment une source d'inspiration, que ce soit à travers la Fondation émergente, Gris Montréal. Enfin, vraiment, j'ai discuté encore avec Gabriel Richard hier, qu'on a la chance d'avoir à Genève en ce moment pour la Semaine de l'égalité. On a différents partenariats individuels ou plus institutionnels avec la région. Et puis pour la ville, bah, c'est justement l'occasion de créer des nouvelles connexions et d'échanger sur les bonnes pratiques à l'occasion de cette préconférence cet été. Donc on se réjouit beaucoup d'avancer là-dessus. Et puis, je ne sais pas si je peux poser la question à vous, mais quand même, à toi, pardon. Est-ce que Montréal a appris des choses de Genève? Euh, J'espère que Montréal a appris des choses de Genève, pas tellement pour Genève, mais simplement parce que les villes en fait apprennent les unes les autres. Je crois il y a vraiment deux enjeux, et particulièrement dans le contexte actuel, c'est d'échanger sur les bonnes pratiques, de voir ce qui marche moins, et d'essayer de capitaliser là-dessus et d'échanger. Mais je dirais aussi de se renforcer, de se soutenir. On oublie peut-être parfois que ben, dans les institutions, il y a aussi des personnes, il y a aussi des personnalités politiques qui ont aussi besoin de se rassurer, je dirais, de se compter pour savoir si elles sont dans le bon camp ou pas. Et je crois qu'il ne il faut pas minimiser aussi l'impact de ces échanges et de ces rencontres pour se renforcer mutuellement entre institutions, entre collectivités publiques locales et entre villes. Guillaume Mandicourt, donc chargé de projet sur les questions LGBTIQ à Genève. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En toute fluidité, mieux comprendre notre monde. En toute fluidité avec notre très gentille, notre travailleuse sociale préférée, Marie-Claude Joannis. Comment ça va? Ça va bien, mais je mords aujourd'hui. Ah oui? Ah oui, moi je mords des fois. Et là, je vais mordre pour parler en fait de ce qui se passe actuellement aux États-Unis puis dans le monde, soit l'instrumentalisation politique des luttes LGBTQIA+. Ouais, ah, je comprends. Je comprends. Ça donne le goût de mordre. Alors donc, Denis Martin, les travailleurs sociaux, on est aussi spécialistes en des mouvements sociaux. Donc là, c'est important aujourd'hui de se mettre en contexte. Alors, ce qui se passe, c'est très, très difficile, je le sais. Mais des fois, quand on se met dans une perspective historique, ça nous aide à passer au travers et à mieux comprendre. Donc, présentement, ce qui se passe, c'est que on instrumentalise, dans le fond, les personnes trans et non-binaires, particulièrement pour faire mousser donc les idées de la droite conservatrice. Donc, voilà. Et donc, c'est toujours le même scénario, hein. Les conservateurs, là, à travers l'histoire, ils utilisent toujours, dans le fond, leur but, c'est de faire peur, de dire que la sacro-sainte famille va s'écrouler comme un jeu de cartes. Alors, dans l'histoire, on a utilisé, donc, quand les femmes se sont mises à porter des pantalons, c'était la fin du monde. Il y a eu le droit de vote des femmes. Le divorce, Denis Martin, ça, c'était là, la C'est fin du épouvantable. monde. C'est épouvantable. Il y a Oui. eu le mariage homosexuel. Quand les femmes ont mis les enfants dans les garderies,
les femmes parce que les hommes s'en occupaient pas. Dans ce temps-là, ça a été aussi terrible. Ensuite, il y a eu les familles homoparentales, on se rappellera, il n'y a pas si longtemps. Et ça aussi, ça a été épouvantable, les enfants étaient traumatisés. Bon. Et là, plus récemment, ça a été les drag queens, les woke et les personnes trans et non-binaires. Ah, mon Dieu. Donc, Alors, drag queen, trans, non-binaire, woke, celle-là, c'est la pire des pires des personnes, c'est ça? présentement, c'est à ça qu'on s'attaque. Ah, voilà. Sauf que par le passé, Denis Martin, quand on parle des femmes, on parle de la moitié de la population. Mais là, présentement, là, ce qui est intéressant, là, tu sais, si on regarde au Canada, là, les personnes trans et non-binaires, là, les personnes qui s'identifiaient dans le dernier recensement en 2021, c'est 0,33 % de la population. Ça, c'est pas beaucoup de gens. Là, je dis ça, c'est au Canada. Aux États-Unis, peut-être un petit peu plus, mais on s'entend-tu que toi, hein, qui milite et moi qui milite aussi, on sait que les organismes communautaires ne sont pas capables d'avoir un tel battage publicitaire autour de nos questions fondamentales et importantes, mais on s'entend que pour que ça devienne le sujet principal de campagne électorale, c'est que, hein, il y a des gens qui ont récupéré cette information-là. Et donc, qui magouille pour mettre de l'avant ces enjeux-là, Denis Martin? Est-ce que tu le sais? Ben, j'imagine que c'est des lobbies religieux, peut-être? Oui, entre autres. Il y a ce qu'on appelle aussi, donc, la droite religieuse, effectivement, un morceau de robot pour toi, OK. mais il y a aussi ce qu'on appelle des think tanks. Ça, c'est des espèces de laboratoires d'idées, donc, qui sont mis au point avec les agendas politiques. Donc, qui dressent, dans le fond, des ponts entre des savoirs, des connaissances, donc, ils vont diriger des études, etc., dans le but vraiment de servir une idéologie politique puis un agenda politique. Donc, on voit des fois hein, toutes sortes d'études qui sortent, les compagnies pharmaceutiques font la même chose. Donc, pour celles qui ont jamais lu Noam Chomsky, La manipulation du consentement, quand vous avez lu ça, vous comprenez. Donc, c'est tout un système de valeurs, on le voit dans les films, dans les livres, dans tout ce qui est publié. Donc, un système de valeurs qui est mis de l'avant pour amener les gens à penser d'une certaine façon. Donc, évidemment, ce système-là des think tanks est aussi donc alimenté par la droite religieuse, beaucoup les évangélistes, entre autres aux États-Unis, qui sont très, très puissants, donc qui vont aussi donc financer aussi les partis politiques parce qu'aux États-Unis, ce qui est fantastique et merveilleux pour eux, c'est que c'est assez opaque, hein, dans le fond, le financement des partis politiques, ce qui permet à la droite religieuse de financer et donc de demander des retours d'ascenseur, évidemment, par la suite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé, ces campagnes-là de salissage là, pour les personnes trans non-binaires, ça a commencé en Angleterre, il y a eu des énormes campagnes. Et quand Donald Trump, en 2020, a perdu ses élections, hein, puis qu'il a dit que, bon, pauvre lui, ça avait été c'était pas réel, il s'est fait Oui, il s'était fait voler avoir. l'élection, puis il y avait 5 millions de votes contre lui, mais ça, c'est autre chose, là. Ben, pauvre petit poulet. Oui. Fait que là, tu comprends-tu que suite à ça, ils ont dit, OK, on part l'attaque. Et là, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est semer une panique morale. OK? Donc, une panique, dire notre société va s'écrouler, etc. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est tout de suite après que Donald Trump ait perdu ses élections. Donc, les républicains se sont attaqués là, à fond la caisse contre les droits des personnes transgenres. Donc, on dit personnes trans, on ne dit pas transgenres, pardon. Et donc, ils ont été attaqués dans pas moins de 33 États Mhm. américains. Hein. Il y a eu plus de 200 propositions de loi en l'espace de quelques semaines. Donc, on s'entend-tu que ça, c'était prêt? OK? Ouais. Ouais. C'était prêt, c'était sur le bord de la porte, les communiqués étaient écrits, les campagnes sur les réseaux sociaux, etc. Tout est prêt. Donc, et là, ça part. Ça part, donc, on prévoit pour la prochaine élection, on prévoit pour des 4 ans, des 5 ans, des 10 ans, il y a des programmes qui sont faits d'avance. OK? Donc, évidemment, pour nous, ce que ça veut dire, pratico-pratique, c'est que présentement, ben oui, il y a des campagnes de salissage. Les gens, dans l'opinion publique, c'est même rendu que les gens disent ah, mais là, on entend trop parler de vous. Hein, on a vu ça dans les jeunes, dans les dernières études qui ont été faites dans les Oui. écoles secondaires, dans le documentaire qu'on a vu. On voyait même les jeunes qui disaient oui, mais là, on a trop parlé de nous, puis là, les gens sont tannés. Mais c'est Mais pas c'est nous parce qui parlons que de nous, c'est eux qui parlent de nous. et voilà, tu as tout compris. Alors, même dans la communauté LGBTQIA+, les gens vont dire, ouais, mais non, on a trop entendu parler, ta, ta, ta. Et là, ils sont fins finaux, hein, parce que là, en plus,
ils utilisent des figures homosexuelles, comme notre cher Éric Duhem du Parti conservateur, qui est un exemple. Donc, c'est toujours le même principe, hein. Diviser pour mieux régner, ça c'est vieux comme le monde. Donc, on va essayer de diviser la communauté LGBT. Ça a été la même chose dans plusieurs luttes LGBT, quand il y a eu le VIH-Sida, quand il y a eu différents enjeux qui sont arrivés au cours de l'histoire, les bisexuels, bon, hein, les femmes, les hommes pendant longtemps, les lesbiennes, les gays, etc. Donc, ça a toujours été un processus de diviser les enjeux pour, dans le fond, euh, diviser pour mieux régner. Donc, Ouais, je l'ai dit. Donc, oui. Alors, voilà. Donc, on va faire ça. On va utiliser aussi les chroniqueurs, chroniqueuses, donc les Martineau, Bombardier, Durocher de ce monde, pour amener l'opinion publique à avoir une opinion. On va utiliser les réseaux sociaux, évidemment, pour faire toutes des campagnes. Bon. Tu sais que je m'en vais aujourd'hui avec mes skis avec ça, Denis Martin. C'est un message d'espoir, OK? Je sais que c'est vraiment très difficile, puis je sais que ce que je dis aujourd'hui, ça ne changera pas ce que vous vivez en ce moment, puis les horreurs que les gens vivent dans le métro, dans les écoles, la montée de la violence. Je le sais, c'est vraiment très difficile. Ce que je nous dis, ce que je nous appelle collectivement, c'est à rester solidaire. C'est essentiel qu'on demeure solidaire. Donc oui, il y a des enjeux différents pour différents secteur de la communauté LGBTQIAQ, pardon, c'est important, mais dans ces moments-là, il faut se rassembler ensemble puis rester fort. Donc, les petites avancées qu'on avait ou les plus grandes qu'on avait, donc on est en recul, on le sait. Donc, il faut rester fort ensemble. Diviser pour mieux régner, on ne les laissera pas faire. Ça, c'est la première chose. Et aussi, c'est ça. Donc, se rappeler que c'est un mouvement passager. Et s'il s'attaque si fort, c'est que ça va passer parce que l'histoire leur a montré, hein. Donc, les femmes, aujourd'hui, on s'habille comme on veut. Les garderies, c'est acquis. Le mariage gay au Québec et dans plusieurs pays, c'est acquis également. Les L'avortement. familles homoparentales, il n'y a plus personne qui fait une syncope avec ça. Donc, OK? Donc, voilà. Alors, c'est mon message d'espoir aujourd'hui. Et donc, je vous invite à lire Noam Chomsky et à être solidaire de vos communautés. Et on va passer à travers, gang. Merci beaucoup, Marie-Claude. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Dans notre deuxième partie, c'est notre tour du Canada avec notre transcontinent queer. Et on va parler aussi du boycott des destinations états-uniennes à la chronique à voile et à vapeur. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transcontinent queer, des nouvelles d'un bout à l'autre du Canada. Un début d'année chargé dans l'actualité canadienne. D'abord, on a un nouveau premier ministre qui s'appelle Mark Carney. Des élections qui se préparent ou qui s'en viennent sur fond de guerre tarifaire déclarée par les États-Unis contre tous ses alliés, dont le Canada, et d'une guerre culturelle qui s'est importée au Canada des États-Unis. Comment les communautés de la diversité sexuelle et de genre se préparent à ces moments difficiles? Pour en discuter, on a réuni notre panel de Transcontinent Queer avec Dan Robichaud, artiste et activiste à Clare en Nouvelle-Écosse, Arnaud Baudry, directeur général de Franco-Queer à Toronto, et Roseva Forgue-Jenkins du comité Franco-Queer de l'Ouest à Edmonton. Bonjour tout le monde! Alors, que penser d'abord de ce nouveau chef libéral par rapport aux communautés de la diversité sexuelle et de genre? À qui j'envoie la balle en premier? Tiens, je vois Arnaud, on y va? Qu'est-ce qu'on peut penser de Mark Carney par rapport à nos communautés? Eh bien, on espère qu'ils poursuivent le travail qui a été commencé ou qui a été poursuivi. Je pense qu'il y a eu des bonnes choses qui ont été faites dans la communauté. Maintenant, je pense que c'est pas une question individuelle, c'est plus une question de politique générale par rapport aux engagements
des partis au pouvoir par rapport à l'appui, à la diversité et l'inclusion. Mhm. Euh, donc, c'est ça, ce que je dirais pour le moment. Oui. Dan? Je dirais que pour Carney, c'est encore un peu trop tôt pour prendre pour une position pour lui, parce qu'il est en position depuis à peine une semaine. Par contre, il semble point vraiment aborder les enjeux queer très proactivement. C'est quelque chose à regarder et à suivre. Il faut dire aux Eva que on peut dire que Justin Trudeau, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, parce qu'on l'a bien noté, beaucoup fait pour nos communautés. Alors arrive Mark Carney dans une drôle de situation. Est-ce que comment vous le voyez dans votre coin du pays par rapport à nos communautés? Ouais, moi je dirais aussi comme on est en mode observation, là, puisqu'on n'est pas certain exactement, on n'a pas vu assez pour savoir exactement euh, tu sais, dans quelle direction il s'en va. Dans le discours qu'il a fait, il a parlé beaucoup des valeurs canadiennes. Puis tu sais, si on pourrait penser que l'inclusivité, c'est une valeur canadienne comparée aux États-Unis, euh, j'espère, c'est ça qu'on peut interpréter. Parce que justement, moi, je suis en Alberta où est-ce qu'il y a les lois qui sont activement contre les personnes trans. Alors, ça, c'était une valeur que j'espère pas quand on parle des valeurs canadiennes qu'on n'inclut pas en Alberta où est-ce qu'on est malheureusement une première ministre qui est très, très à droite. Oui, puis qui est très anti de nos communautés, il faut le dire. Je sais pas si on peut le dire, mais je pense que l'Alberta a les pires lois vis-à-vis de nos communautés. Oui, oui, parce que dans la Saskatchewan, tu sais, eux autres, c'est les pronoms à l'école, mais l'Alberta, c'est les pronoms à l'école et plus. Oui. Puis, c'est allé de plus pour vraiment inclure, tu sais, les vestiaires et les personnes trans dans le sport, ainsi que les organismes de tiers parties de parler de la genre et la sexualité dans les écoles. Alors, oui, en Alberta, on est vraiment dans la place le pire. Alors, tu sais, euh, qu'est-ce qu'on cherche de premier ministre, tu sais, on veut vraiment quelqu'un qui peut se prononcer très, euh, sans interprétation et très, très clair, parce que pour nous, en Alberta, tu sais, on cherche quelque chose que ça va vraiment nous montrer que prendre l'action contre une première ministre comme nous l'avons au moment. Bon, là, on sait, là, les élections fédérales, générales s'en viennent. D'abord parce que Mark Carney n'a pas de siège au Parlement. Alors, d'être premier ministre, c'est un peu compliqué quand on n'est pas au Parlement. Alors, puis il l'a laissé entendre qu'il va probablement déclencher des élections rapidement. Euh, Tout ça, c'est sur un fond de guerre tarifaire, comme je l'ai dit, puis d'un sentiment anti-LGBT, sentiment qui émane beaucoup là, de la guerre culturelle là, qui se livre aux États-Unis entre les religions fondamentalistes et l'extrême droite d'un côté et la diversité sexuelle et de genre de l'autre. Comment nos enjeux, nous, ici au Canada, vont jouer s'ils jouent un rôle là, simplement dans la campagne? Là, je vois Arnaud qui sourit, alors je pense que je t'envoie la balle, c'est ça? Non, je souris parce que, pardon, j'ai été interrompu. Ah, d'accord, je pensais que la question de nos enjeux qui sont tellement... on n'en parle pas beaucoup, en tout cas, disons. Ah, Dan Robichaud, c'est toi qui voulais parler. Je crois qu'au niveau des préoccupations, on est préoccupé comme communauté si la direction en pouvoir, et surtout une direction en pouvoir au Canada en majorité, s'alignait trop aux extrêmes des États-Unis. Et puis, je crois que une des enjeux, une des craintes des personnes queer, c'est si la mauvaise direction entrait en pouvoir avec une majorité, ça pourrait avoir un effet sur la réduction des transferts aux provinces, puis ça pourrait vraiment affecter l'accès aux soins pour les personnes trans. Parlons même pas des droits, là, mais l'accès aux soins. Les personnes séropositives qui pourraient, eux, voir leurs médicaments coupés, et même l'accès au PrEP pourrait être entièrement, réellement coupé. C'est préoccupant. Mais ce ne sont pas des sujets dont on parle, hein, c'est ça le problème. Je vais retourner à Arnaud. Le fait que nos questions, les questions qui préoccupent la diversité sexuelle et de genre, risquent d'être effacées par toutes les préoccupations économiques, c'est pas un peu inquiétant, ça? Mais en fait, les deux sont liés. Si on s'intéresse aux enjeux des personnes de LGBTQIA+, on s'intéresse aux enjeux économiques et inversement. Et je pense que c'est important de rappeler ça parce que, effectivement, l'un ne peut pas éclipser l'autre. Euh, les,
il y a une partie de nos communautés qui sont en situation très vulnérable économiquement et qui sont beaucoup plus affectées que d'autres. Donc, je pense que c'est vraiment important de remettre ça sur la table. Euh, et puis les enjeux économiques, les enjeux économiques sont indétachables des enjeux de nos diversités. Donc, il faut prendre en compte les deux. Roseva, bon, on l'a dit tout à l'heure, dans la province où les droits des communautés queer et trans sont les plus menacés ou les plus, qui ont plus de difficultés, c'est sûr que là, de voir qu'il y a une campagne électorale qui s'en vient, puis on risque d'éclipser les questions, comment tu vis ça? Ouais, ben, tu sais, j'espère que vraiment on peut voir un petit peu que les gens, au moins, ça aide un petit peu d'unifier. Tu sais, on est vraiment, en voyant ce qui arrive les États-Unis, ça peut vraiment tourner les personnes pour voir, ben, regarde, les États-Unis, qu'est-ce qui se passe, comment ça nous affecte. Et peut-être ça va aussi aider les personnes pour voir que, ben, les lois que les États-Unis font, c'est tellement, ça fait tellement c'est tellement nocif, c'est tellement horrible pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. J'espère que ça peut donner vraiment à montrer comment que c'est important qu'on est contre les États-Unis, qu'on va pas, on ne va pas dans cette direction-là. Alors j'espère qu'on peut être vraiment unis en de leur voir leur exemple et d'aller de l'autre direction le plus qu'on peut. C'est ça que j'espère. Justement, comment les communautés se mobilisent-elles en vue des élections fédérales dans vos régions? Là, je pense qu'on peut parler au directeur général de Franco-Queer. J'imagine que vous avez un programme en cours pour faire un peu de pression sur les différents politiciens. Ben, écoute, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est on est en train de travailler à une initiative transcanadienne avec d'autres organisations, justement, dont Alter Acadie. Alter Acadie qui a fait pas mal de travail au Nouveau-Brunswick et qui est en train d'organiser une session de transfert de connaissances pour vraiment stimuler tout l'engagement politique de nos communautés et puis donner des conseils par rapport à leur propre expérience et par rapport à ce qu'on peut faire en termes de lobbying politique. Donc, de notre côté, on est associé à cette initiative et puis on va vraiment la diffuser dans nos communautés. Je pense que c'est un moment vraiment important pour ne pas lâcher prise et continuer les activités de lobbying pour vraiment mettre nos enjeux, donner de la visibilité à nos enjeux et donner de la visibilité aux politiciens, aux élus, pour les connecter en fait à la réalité et aux données du terrain auxquelles Mhm. nous, on a accès en tant qu'organisme communautaire. Dan? Je suis très content d'entendre le mot Alter Acadie. C'est un groupe au Nouveau-Brunswick, mais qui réunit des gens vraiment du Canada Atlantique et qui font un beau travail. Je veux dire que je pense qu'il faut rester informé. Il faut suivre les groupes comme Alter Acadie et qu'est-ce qu'ils font. Il faut suivre au Canada Atlantique la revue Waves qui parle des communautés trans et queer et qui fait un beau travail. Les figures de proue comme Rose Beef, par exemple, qui utilisent son plateforme pour revendiquer les droits de la communauté. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en Nouvelle-Écosse, il y avait quelque chose qui s'appelait le Nova Scotia Rainbow Action Project, qui était une organisation de revendication. Et puis, ils ont dissous cette organisation-là, je pense que c'était en janvier, c'est très récent. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un groupe qui s'appelle Elderberries. Elderberries, c'est un groupe en Nouvelle-Écosse formé de personnes trans et queer âgées. Et ils ont dit cette semaine qu'ils seraient prêts à prendre le flambeau quand quitter Nova Scotia Rainbow Action Project. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Roseva, comment les communautés se mobilisent dans ton coin du monde? Écoute, vous recevez beaucoup de coups sur la tête, là, mais bon, j'imagine qu'il y a quand même moyen de se mobiliser. Oui, donc pour nous comme organisme, si on est vraiment plein, on a déjà nos médias sociaux, tu sais, prêts à partir, tu sais, vraiment pour une campagne pour poser des questions
tu sais, et vraiment de tous les différents partis politiques et vraiment avoir cette information et le distribuer aux personnes. Tu sais, pour nous, c'est beaucoup des personnes où le français est minoritaire, donc c'est vraiment important que les personnes qui parlent français qui puissent savoir et être informées sur où est-ce que toutes les partis politiques sont sur les enjeux de LGBTQIA+. Alors, c'est quelque chose qu'on est vraiment prêt à disséminer cette information-là, puis à poser les questions qui ont besoin d'être posées. Bon, je vais faire juste un petit à côté, un aparté dans cette discussion, mais je trouve que c'est important d'en parler. Il y a l'impact de cette mouvance idéologique anti-queer, anti-trans là, qu'on voit. Bien que c'est pas tout à fait... Les commentaires de Fierté Toronto n'ont pas nommé les commanditaires, mais ils ont perdu 3 commanditaires qu'on ne nomme pas, mais qu'on peut quand même attribuer à cette idéologie là, de anti-queer, anti-trans. Arnaud, c'est quelque chose qui te touche toi aussi. Là. Comment expliquer ça? Bah, comment l'expliquer? Je pense que là, on vit dans un moment politique qui est hyper inquiétant, où il y a une mouvance fascisante qui veut imposer une vision rigide de comment les gens doivent être ou mener leur vie. Je pense que c'est une totale incompréhension des initiatives d'équité, diversité, inclusion. Et cette incompréhension, elle fait ressortir toutes sortes de discriminations, de racisme, d'homophobie, transphobie. Et donc, ça se traduit par des prises de position qui sont assez difficiles à comprendre et qui vont avoir un impact aussi réel sur les activités, ben, non seulement les activités de nos organismes, mais aussi sur la communauté directement. Euh, Là, je trouve ça vraiment inquiétant. Et puis, ça pose la question du pinkwashing aussi par rapport aux organisations qui ont donné de l'argent. On ne sait pas vraiment pourquoi elles se retirent maintenant. Ça remet en question un engagement qui, en fait, semblait un peu factice, du coup. Ouais. Donc, ça pose vraiment beaucoup de questions et c'est très inquiétant. Ouais, et à suivre, on verra si d'autres organismes. Pour le moment, il n'y a pas d'autres organismes qui rapportent avoir perdu des commanditaires, mais bon, les fiertés, c'est à l'été, fait qu'on a encore le temps de voir ça. J'aimerais qu'on termine cette discussion sur un sujet plus positif, parce que je dois vous dire là, que c'est rendu une mission à cette émission d'essayer de trouver quand même du positif dans tout ce qui nous arrive. Et moi, j'aimerais parler de la mobilisation. Est-ce qu'on peut dire là, que Trump a eu cet effet positif de mobilisation qu'on voit d'abord du côté des consommateurs du Canada là, qui boycottent les produits américains, mais est-ce qu'on voit un genre de mobilisation, ou est-ce qu'on voit un genre où on assiste à un genre de mobilisation dans nos communautés? Et comment ça s'illustre dans vos régions? Tu sais, je vais lancer à Roseva. Est-ce qu'on voit une mobilisation pour répondre un peu à tout ce qui se passe là, du côté de Trump, mobilisation des organismes et des communautés? Mhm. Oui, ben je pense, tu sais, c'est vraiment l'idée de voir comment que ça pourrait vraiment arriver chez nous. Ça nous fait très peur de penser, tu sais, comment qu'on veut pas des partis politiques qui rentrent, qui pourraient avoir cette même idéologie. Alors, je pense que c'est vraiment l'idée qu'il faut vraiment tout collaborer ensemble. Et comme j'ai dit, tu sais, il y a une unification d'une certaine façon, des valeurs canadiennes. C'est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on pourrait mettre en guillemets, c'est dur de savoir exactement c'est quoi une valeur canadienne, mais disons, il y a cette idée de vraiment euh, c'est ça, se protéger l'un les autres. Alors, oui, je pense que cette mobilisation de cette façon-là et aussi, c'est même si on peut regarder au côté positif, je veux quand même prendre un moment juste pour dire, tu sais, mon cœur brise vraiment pour les personnes aux États-Unis Oui. qui, disons, tu vis comme tu vis en tant que femme pour 20 ans, puis le lendemain, tu reçois un passeport mâle, tu sais, c'est vraiment horrible. Puis je pense aussi, spécifiquement, je pense, comment est-ce que les personnes avec la double citoyenneté, comment est-ce qu'ils font? Disons que dans les États-Unis, ils t'ont renvoyé un passeport mâle, mais au Canada, tu as encore ton passeport qui est dit féminin. Comment est-ce que on gère ça? Tu sais, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faut vraiment envoyer beaucoup d'amour pour nos cousins américains parce que eux autres souffrent aussi beaucoup. Arnaud? Je crois que une partie de cette situation, si on veut voir les choses d'une manière positive, c'est que c'est aussi un effet des avancées liées aux initiatives d'inclusion.
c'est comme un contre-mouvement. Et le plus on avance, le plus il y a des forces opposées qui se mettent en place pour essayer de contrer ces avancées. Mais je pense que euh, de manière générale, comme si on regarde l'histoire plus largement, j'espère que ça ne sera qu'un moment de l'histoire et qu'en fait on reverra du travail dans l'autre sens et qu'on continue ce travail d'avancer. Je pense que les États-Unis sont en fait en perte de vitesse sur la scène internationale. Il y a toute la question économique qui fait que Trump et ses alliés aux États-Unis essaient de en fait modifier la réalité. Oui. Euh, Plutôt que d'accepter la réalité, c'est d'essayer de la modifier en changeant des politiques, en effaçant des pages web de leur site web, de leurs sites gouvernementaux, mais ça change pas la réalité. Et la réalité, c'est que les gens se lèvent pour avoir du respect et défendre leur dignité humaine. Et Mhm. je pense que ça, c'est du travail qu'on va continuer et qui doit évidemment se continuer. Je terminerai avec toi, Dan. Écoute, c'est évident que Trump comme président, ça a eu un effet paradoxal. D'une fois, il a réussi à renforcer tout ce qui était les courants anti-trans, anti-queer. Mais là, je pense du niveau du Canadien trans ou queer, c'est qu'on s'est dit, ça peut jamais nous arriver. Puis là, on a réalisé qu'aux États-Unis, les personnes queer et trans se disaient, ben, ça peut jamais arriver. Puis là, du jour au lendemain, ça arrivait. Fait que je pense que ça a renforcé les groupes comme Alter Acadie, les groupes comme Elderberries en Nouvelle-Écosse qui vont maintenant reprendre le flambeau d'un groupe de revendication qui est dissous. Moi, je vois ça comme des bonnes nouvelles. Ça fait du pouce sur toutes les initiatives d'inclusion qu'on a fait aussi. Le timing est merveilleux. Le risque, c'est que ça tombe conservateur au niveau fédéral, et puis ça peut avoir des retombées. Puis on risque de devenir plutôt comme les États-Unis. Mais euh, je pense que c'est beaucoup beau de voir la remouvance ou ce réintérêt par Alter Acadie et Elderberries pour reprendre le flambeau et nous défendre. Ben, on va en parler à la prochaine discussion dans un mois. Merci beaucoup, Dan Robichaud à Clare. Merci beaucoup, Arnaud Baudry à Toronto et Roseva Fogg-Jenkins qui est à Edmonton. Au mois prochain. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. À voile et à vapeur, parlons voyage. Et on va rejoindre Pascal Chalmel, notre agent de voyage qui est de Voyage LGBT. Salut Pascal. Bonjour, bonjour. Alors, de plus en plus de Canadiens et de Canadiennes annulent leur projet de voyage aux États-Unis. Il y a des articles de journaux, on en avait plein depuis quelques semaines, en raison justement des menaces tarifaires et d'annexion de Donald Trump. Alors, Pascal, donne-nous une idée des voyageurs qui annulent leur réservation ou leur plan de voyage aux États-Unis. Ben, je dirais que de mon côté, moi, j'ai pas eu beaucoup d'annulations parce que j'en vends déjà à la base pas beaucoup. Mais de ce que je remarque chez les collègues de travail ou quoi que ce soit, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Il y a beaucoup d'agences qui annulent des croisières en ce moment pour des départs au départ des États-Unis. Je reçois plusieurs courriels de personnes qui, justement, avaient des projets d'acheter des croisières comme bon, Atlantis, des produits américains au départ. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui me disent, surtout dans les courriels, tout sauf les États-Unis, là. Donc, on voit que c'est clair. Et on voit un petit peu avec les transporteurs aussi ce qui se passe présentement. Des liaisons qui sont coupées, des liaisons qui sont arrêtées, de la diminution de fréquence. Donc, mais moi, je dis tout le temps, tout à l'heure, tu parlais de positivisme un petit peu tout à l'heure, d'emmener quelque chose dans l'émission de positif. Moi, je dirais que, bon, les gens qui avaient des projets pour cet été d'aller aux États-Unis, ce qui est bon pour nous, c'est que les gens vont rester au Québec. Oui. Alors, je dis, on peut dire, la seule chose qu'on peut dire à Monsieur Trump avec toutes ces âneries et puis tout ça, c'est que il nous emmène que les hôtels, il paraît que dans le Québec, là, ça se remplit pour cet été, les îles de la Madeleine, tout ce beau pays, toute cette belle région, vont se regarnir de nos Québécois. Alors,
Juste Faut voir avant, ça comme ça. juste parce que je vais t'attendre à parler de ça, mais juste donner quelques chiffres que j'ai trouvés. Flight Center Travel Group Canada indique que les Mhm. réservations vers les villes des États-Unis ont chuté de 40 en février par rapport Ouais. au même mois en 2024. Un client sur 5 a annulé son voyage aux États-Unis au cours des 3 derniers mois. Air Canada a annoncé le mois dernier qu'elle réduirait de 10 son offre de vol en mars vers la Floride, Las Vegas et l'Arizona, des destinations généralement prisées là, pendant les saisons de la saison des semaines de relâche. Puis allons-y, WestJet qui indique également dans un courriel qu'il y a eu cet hiver un déplacement des réservations des États-Unis vers d'autres destinations soleil comme le Mexique et les Antilles. Donc, Ouais. il y a des chiffres. Hein. Mais revenons justement à ces destinations au Canada. Est-ce que ces destinations-là, ce sont des destinations où les personnes de nos communautés peuvent se sentir à l'aise d'être Ouais. qui ils sont là? Tout à fait. Écoute, moi, par expérience, ça fait 2 années de suite, je m'en vais en Ontario. On s'en va dans le coin de Kingston. Kingston, qui est une ville magnifique. Il y a le coin de Cornwall, et puis j'ai découvert des petites places pour la communauté qui sont vraiment excellentes, qui sont vraiment le fun. Oui, moi, je pense qu'à travers le Québec, à travers le Canada, je dirais, bon, Vancouver, si on parle juste des Rocheuses, qu'on parle de tout ça, au niveau du sang, pour la communauté, je pense qu'il y a beaucoup de places à découvrir, puis beaucoup d'endroits où il y a des bars, où tu peux t'amuser, où tu peux sortir, et puis des régions incroyables. C'est le temps peut-être justement de découvrir notre Canada. Moi, je l'ai jamais exploré tellement, mais je te dirais qu'avec tout ce qui se passe présentement, ben, je me dis, ah, ça serait le fun de peut-être aller à Vancouver, ce serait peut-être le fun. Puis, comme je dis, ça fait 2 années que je m'en vais dans le coin de l'Ontario, où je vais découvrir des places comme Kingston, puis je trouve ça vraiment génial. Et puis, tout ce que ça peut nous apporter ça en ce moment, c'est de dire oui, justement, voyageons un peu comme ce qui se passe avec l'alimentation, où les gens aujourd'hui, je remarquais aujourd'hui à l'épicerie que les petits drapeaux, là, j'avais pas encore fait attention, mais je remarque ça. Puis je trouve que, mais tu sais que ça va jusqu'à plus loin, qu'il y a des gens qui veulent pas voyager, même pour aller en Europe avec des compagnies américaines ou qui sont affiliés à des. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit, je veux pas de Delta pour aller à Paris, même si c'est opéré par Air France. Donc, tu vois que la conscience, au niveau de la conscience, le vol était un vol Delta, mais opéré par Air France, mais elle voulait pas parce que c'est américain, puis qu'il y a eu Delta allait recevoir des sous, là. Donc, ça va jusqu'à là, là. Ah oui, on est vraiment. Je pense que les gens sont vraiment fâchés de ce qui se passe. Là, on parle quand même de destinations d'été. Les gens qui veulent voyager cet hiver, qui veulent aller dans le sud, est-ce qu'il y a d'autres destinations? Et puis, est-ce que c'est au niveau des prix, est-ce que ça se compare? Je pense peut-être au Mexique, à la Cuba. Écoute, je te dirais que cette année, c'est une année particulière. Moi, ça fait 35 ans que je suis agent de voyage. J'ai jamais vu des prix comme ça aujourd'hui. C'est toute l'inflation, les prix. Oui, il y a d'autres destinations au niveau du sud, comme d'habitude. On a toujours toutes nos destinations, mais c'est sûr que le portefeuille des gens aujourd'hui, euh, les gens vont avoir besoin d'avoir plus d'argent pour voyager. Le voyage, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme les logements. Tu sais, Mhm. je regarde ça, il y a une catégorie qui peuvent se loger, puis il y a une autre catégorie qui arrive plus à se loger. Puis c'est dramatique. Puis dans le voyage, c'est la même chose. Je regarde les prix pour mars, avril, je regarde des tarifs où je me dis, mon Dieu, c'est pas possible que je vais présenter ce produit-là au client à ce prix-là. Ça se peut pas. Les Mhm. tarifs ont pris à peu près, je dirais, 30-40% de plus cher que les années précédentes. Moi, je fais des statistiques au niveau des ventes, puis je me rends compte que le prix moyen d'un voyage, il a augmenté d'à peu près peut-être un 40% là, pour un même produit. Alors oui, il y a d'autres choses. C'est sûr que les gens, avant, prenaient leur auto, ils allaient dans le Maine ou des choses comme ça. Là, il va falloir penser un petit peu différemment. Comme je disais, bon, si on prend l'auto, ben, c'est sûr que tu te rendras pas à Vancouver en auto. Les billets d'avion sur Vancouver, ben, ça va peut-être être dans les 800-900 000 $ à peu près. Tu sais, donc, mais oui, cet été, il va y avoir des destinations au sud. Et puis, c'est effectivement, si tu regardes pour les Cuba, comme on en a parlé la dernière fois, Cuba est resté quand même pas trop cher, mais avec les problèmes qu'on connaît, mais les gens qui veulent aller ailleurs. Puis comme je te dis, moi j'ai eu une grosse baisse dans la demande de croisière Atlantis. Ah oui. Juste ça, c'est un indicatif. Régulièrement, j'avais souvent des posts là-dessus. Puis je te dirais que moi, au niveau publicité, j'en fais plus de publicité avec ces compagnies-là. Donc, je veux pas trop encourager des entreprises qui américaines. Tu sais, quelque chose que je me le droit tu sais, je préfère encourager une entreprise du Québec pour ça. Alors, juste pratico-pratique. Quelqu'un qui aujourd'hui nous écoute puis se dit ah mon Dieu, j'ai des réservations pour aller passer une semaine, 2 semaines à Fort Lauderdale. Je veux plus y aller. Là, annuler des réservations, ça comporte aussi des problèmes. Il peut y avoir des pénalités. Oui, tout à fait, exactement. Ah oui, c'est sûr et certain. Mais c'est comme il y a plein de personnes qui ont acheté des croisières et puis qu'ils hésitent à annuler leur croisière, mais comme tu le dis, elles ont des pénalités. Puis
Tu sais, bon, après ça, faut y aller avec le logique un peu. Tu sais, moi, je trouve que, tu sais, je fais toujours une référence à ça. C'est un petit peu, tu sais, un peu la vague qu'on a eue avec le Amazon. Là, faut boycotter Amazon. Mais quand tu cherches une petite pièce, là, tu vas faire 70 kilomètres quand elle peut être livrée dans ta porte le lendemain. Tu Ouais. sais, on s'est entendu qu'au bout d'un moment, tu sais, les gens, puis comme je dis aux gens, tu sais, tu parles de Fort Lauderdale, les Américains, là, faut pas les prendre non plus comme des gens qui vont nous agresser, puis faut pas se retourner contre le peuple américain. Je dirais que le dirigeant actuel présentement est une personne, mais je suis sûr que les gens qui vont, moi je dirais aux gens, tu sais, si tu as des grosses pénalités ou d'un moment, il y a quelque chose que j'ai entendu, c'est plus les gens qui sont les gens qui avaient l'habitude de faire avec les camping-cars là, partir. Eux autres changent leur plan par rapport à ça aussi. Tu sais, Ouais. donc, non, je dirais aux gens quand même bon, faut rester lucide. Si tu perds 2 000 piastres par personne, vas-y à Fort Lauderdale. Là. Tu sais, Mhm. après ça, tu vas aller faire les croisières dans les îles ABC ou les croisières, fais ta croisière pareil, là. Tu Ben sais. oui. Pascal Chalmel, on va rediscuter de tout ça certainement dans les prochains mois. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben, avec plaisir. Merci beaucoup, là. Merci. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 108 en ce 19 mars 2025. Merci à l'équipe de recherche Godéric Trobe et Marie Massé. Et merci aussi à l'équipe de Canalem, Maurice Bolduc à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté à la chef de diffusion et Philippe Lapointe, directeur d'antenne. Merci beaucoup à Marjorie Thérodore, présidente et directrice générale. Et moi, je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci d'être là.